sommes sur une table ronde innovation et durabilité qui s'inscrit dans un cycle de tables rondes, plusieurs tables rondes sur les enjeux territoriaux dans l'innovation. Alors le panel qui est réuni aujourd'hui sont des personnes qui viennent d'horizons assez différents finalement, donc on va avoir des regards croisés sur ces thématiques avec différents questionnements peut-être qu'on peut afficher. Donc sur un premier questionnement sur le regard historique, un regard historique sur les enseignements des politiques publiques d'aménagement et d'innovation architecturale. Une deuxième approche autour de l'évaluation environnementale de l'économie circulaire. On va parler à cette occasion de métabolisme urbain. Ensuite, un troisième regard sur les risques environnementaux et en particulier sur les risques d'inondation. Et on abordera le sujet de la résilience des territoires. Et un dernier regard et une dernière approche d'un entrepreneur sur la simulation environnementale avec la modélisation de l'impact de polluants du trafic automobile sur la qualité de l'air. Donc 4 intervenants. Voilà, donc Catherine Blin, qui est enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, Anne Ventura, qui est chercheur à l'IFSTAR, donc l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, Bruno Barocca, qui est architecte DPLG, maître de conférence à l'UPEM, Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, Olivier Audrigny, qui est fondateur et dirigeant de l'entreprise Amplissime. Avant de démarrer, donc, en termes de format, ce que je vous propose, c'est que chaque intervenant présente ses sujets, ses travaux, sous forme d'un document pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, avec ensuite des questions-réponses sur ce sujet-là en particulier. Et puis après, j'ai préparé, si on a le temps, quelques questions un peu plus transversales. Donc, avant de démarrer, peut-être qu'on va faire un petit tour de table en 2 minutes, pour que chacun puisse se présenter mieux que ce que je n'ai fait. Donc, Catherine, vous voulez commencer? C'était très bien. Bon, je vais compléter. Je suis architecte de formation et docteur en aménagement et urbanisme. Et je m'intéresse aux questions d'aménagement du territoire et de l'histoire de la ville et de l'architecture depuis 1945. Et principalement les doctrines des années 50, 60, 70. J'ai fait beaucoup de travaux autour de ces questions-là, et notamment autour de la question des villes nouvelles. Et on a actuellement un projet de recherche sur lequel je terminerai rapidement ma présentation, sur l'évaluation des politiques de recherche autour de l'expérimentation de l'habitat dans les années 70, début 70, initié par le plan construction qui est l'ancêtre du PUCA. C'est une recherche qui est financée par le ministère de la Culture, qui est menée en partenariat entre différentes écoles d'architecture. Anne. Oui. Donc, je suis chercheur à l'IFSTAR, je suis chimiste de formation et je travaille depuis de nombreuses années sur l'analyse du cycle de vie, qui est une méthode qui permet de façon systémique et holistique d'évaluer les impacts environnementaux des produits depuis les phases de fabrication jusqu'à leur fin de vie et appliquée au génie civil. Depuis quelques années, je fais des recherches sur cette méthode et pas forcément sur les applications, et j'essaie de l'adapter à des approches territoriales. Donc c'est ce que je présenterai tout à l'heure. Très bien. Bruno. Moi je suis architecte DPLG et docteur en aménagement d'espace et urbanisme également. J'ai fait une partie de mon cursus d'architecture avec l'école d'architecture de Lille, justement, à Villeneuve-d'Ascq. Et maintenant, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée dans un département de génie urbain qui est une approche un peu technique de l'urbanisme, en tout cas par les réseaux. Bonjour à tous, donc moi je suis Olivier Audrigny, je suis ingénieur de formation. Moi mon dada c'est la modélisation et notamment le domaine de la qualité de l'air. Je travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années, avec aussi un passage dans le conseil en stratégie, donc plutôt orienté vers les grands groupes et les collectivités sur des approches mêlant technologie, stratégie et environnement. Et donc j'ai créé Amplissime maintenant il y a 3 ans avec une autre associée, et vraiment nous notre ambition c'est de transformer la simulation numérique en commodité, notamment dans le domaine de la qualité de l'air. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en aval. Très bien, merci. Donc je vous propose de démarrer par la présentation de Catherine Blin.
Merci. Alors, je m'étais effectivement située par rapport aux 3 intervenants d'ensuite. Je crois que cette position en entrée de jeu, c'était pour offrir un regard un peu décalé par rapport à la recherche sur l'innovation aujourd'hui et remettre cette recherche sur l'innovation d'aujourd'hui en regard des questions d'hier. Parce qu'évidemment, si les historiens s'intéressent au passé, c'est parce qu'ils se questionnent par rapport au présent. Et le présent, actuellement, est très dynamique sur les questions d'évolution urbaine, des questions d'évolution de la ville durable et de vrais questionnements autour de l'innovation et la durabilité des villes. Et ce sont des questions qui ont émergé à la fin des années 60. Une fois passée l'urgence de la reconstruction, de la reconstruction de l'industrie en général en Europe, et même pour les pays qui n'avaient pas été touchés par la guerre, les questions environnementales se posent vraiment parce que les villes explosent et que l'urbanisation devient galopante, et on se pose ces questions de l'écologie et de l'environnement. On peut passer à la prochaine, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention Ambition d'hier, possible d'aujourd'hui, parce qu'il m'a toujours semblé, en étudiant cette période-là, qu'en fait les questions étaient bien posées, mais que les moyens n'étaient pas encore au rendez-vous. Et que finalement, la recherche, comme d'habitude, je pense dans l'histoire de la recherche, est souvent en avance sur les moyens de son temps. Et il y a toujours souvent un hiatus entre les moyens et les idées. C'est vrai pour les découvertes scientifiques, les suppositions d'existence, par exemple, de gravitation terrestre et le moment où on peut la démontrer, c'est vrai aussi pour ce qui est de l'écologie et de la durabilité des villes. Et l'idée de créer une ville nouvelle, une utopie là qui est politique, si on revient à la diapo précédente, une utopie qui est politique dans le cadre de Utopia de Thomas More, c'est une utopie politique, mais aussi où la ville soit gérée de manière collective et participative par l'ensemble des habitants. Il y a aussi l'idée qu'il n'y ait pas d'argent, que tout le monde soit gentil, mais il y a aussi cette idée d'une gestion responsable de l'environnement pour créer un contre-modèle, au fond, à la société mercantile qui commence à se développer de manière emblématique à Londres et qui va s'accélérer jusqu'au XXe siècle. Et c'est la même question qui est posée à la fin des années 60 en France, avec la création des villes nouvelles de la région parisienne, où on va se questionner sur la création d'un modèle de ville qui ne soit pas uniquement des opérations de logement les unes à côté des autres, mais où on prenne en compte tous les registres de l'aménagement du territoire, depuis la route jusqu'à la gestion des égouts et des eaux de pluie, et de l'idée d'un renouvellement de l'habitat et l'idée d'une action concertée de l'ensemble des acteurs, y compris des habitants. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'était pour vous mettre un peu en perspective historique cette création des villes nouvelles, qui se développe contre le mal logement endémique. Donc vous avez une photo du fameux bidonville de la région parisienne aux abords de Nanterre, et le mal logement qui était à Paris également endémique, amplifié par les lendemains de la Seconde Guerre, et l'obligation de construire pas mal de logements, qui est à peu près au fond une problématique qui revient assez fortement dans les préoccupations politiques aujourd'hui. Donc il y a 9 villes nouvelles qui vont être construites, d'abord 5 à Paris et 4 en province, dont une en marge de Villeneuve d'Ascq, en marge de Lille, pour créer une ville nouvelle universitaire, la suivante. Parmi ces villes nouvelles, il y en a une qui est intéressante parce que je crois qu'elle pousse encore plus loin la question théorique de la possibilité construite d'une ville nouvelle, de réinventer un nouveau modèle de ville, en partant d'une réflexion concertée de l'ensemble des acteurs sur à la fois la trame viaire, de toutes les questions à toutes les échelles de la fabrication de la ville telle qu'on les conçoit maintenant dans une vision holistique et durable de l'ensemble des échelles et des questions que pose la question urbaine. Et y compris la gestion aussi des territoires agricoles alentours. Donc c'est vraiment une vision totalement systémique qui était avancée dans cette ville nouvelle de Vaudreuil. On peut aller dans la suivante. Dont, en fait, au niveau de l'habitat, l'idée était d'établir une structure initiale
constructible qui puisse permettre une occupation différente de l'espace en fonction des besoins. Et que l'occupation des espaces dans cette trame construite puisse être évolutive dans le temps et que la ville puisse se fabriquer et se métamorphoser au bon vouloir des habitants. Donc il y a une recherche d'une part au niveau de l'habitat, flexible et évolutif, et d'autre part, suivant... Oui, je vous en prie. Au niveau des réseaux et de son ancrage dans le territoire, en relation avec une base de loisirs, avec une gestion responsable de l'exploitation des sablières et un système de tramviaire qui soit permissif et qui permette, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des réseaux d'espace et des réseaux de volume et des réseaux de programmes qui s'articulent les uns avec les autres dans une pensée écologique aussi de la gestion de l'ensemble des réseaux de la ville. Donc on continue. Là où le décalage est observable entre les ambitions théoriques du projet et les possibles de l'époque, c'est que finalement le projet, c'était le but de l'article que j'ai écrit dans Études normandes, le projet va partir en concours. Ils auraient aimé faire un petit modèle fragmentaire de 500, 600 logements pour tester en fait la validité comme un prototype. Et puis finalement, par un concours 4000 logements qui est remporté par Bouygues, le système un peu flexible qui est associé à des dalles de béton avec une structure d'acier devient un système tout béton. Donc pour la flexibilité, c'est un peu moyen. Et au niveau de la structure, il double la structure parce que ces systèmes constructifs, c'est plus facile à l'époque. Donc finalement, on continue. Ce concours du premier jam de ville, ça c'est le projet qui a été développé par Beauclerc, qui était totalement flexible et évolutif, associé avec le promoteur, la Banque Paris et Pays-Bas. Et suivante, c'est devenu un système construit qui est devenu un label modèle innovation, parce que quand même il y avait une recherche sur une éventuelle flexibilité des espaces et il y avait eu un accent qui avait été mis avec des habitants sur un système de portique. En fait, le logement est un espace libre dans lequel on peut moduler le cloisonnement, mais a posteriori, personne n'a jamais rien modulé. Cette expérimentation finalement a donné 4000 logements qui ont eu l'air finalement d'un grand ensemble, comme plein d'autres grands ensembles qui avaient été faits avant eux. Or, ce n'était pas du tout l'ambition théorique du projet. On continue. Voilà, donc ça c'est le petit bout des 4000 logements en fait qui constituent le centre, où vous reconnaissez de manière assez reconnaissable le passage entre la maquette théorique qui était une maquette d'intention. Oui. Oh. Tiens. Pas grave. Donc, qui était une maquette d'intention à ce système construit, qui a donné finalement une ville qui a un aspect très homogène au fond, et c'était pas du tout l'idée, c'était de faire un système constructif adaptable. Et donc, on a décrit la mise en œuvre comme étant un ratage, alors que la construction en elle-même avait un peu dévoyé les ambitions théoriques. Et j'ai je crois, une ou deux dernières diapositives à peine. Désolée. Excusez-moi. Il ne manquait plus que ça. Ben, je l'ai branché, c'est pour ça que je ne comprends pas. Parce que j'ai eu une information batterie faible, mais je l'ai branché l'ordinateur. Elle marche, cette prise-là. Oui. Donc, je l'ai branché là. Parce que c'est ce que je me suis dit. J'ai eu le signal de la batterie faible, mais c'est débranché. C'était bon. Oui, je peux vous l'envoyer parce qu'en fait, il est peu trouvable, ce truc. Oui, je peux vous l'envoyer. On n'a pas du tout ce projet. Il est très chouette. Vraiment, si cette prise-là marche, ça va être changer de prise, Est-ce que quelqu'un d'autre a un portable dans Oui, j'ai une machine, moi, si vous voulez. dans son sac? Ouais, non, a priori, c'est la prise à laquelle j'avais branché l'ordinateur qui a. Ça va aller? Vous voulez un autre ordinateur? Non, c'est bon? Écoutez, ça a l'air de se rallumer. Je vais vous oui. dire ça.
fini. Si, ça va. Je pense que ça va. Je vais voir si la batterie est branchée. Je vais voir ça tout de suite, je m'excuse. Si, la batterie est mise, pardon, n'est pas branchée, donc je pense que ça va se faire. C'est juste que Ah ben voilà. Ah bah voilà, Je suis il y a désolée. qu'à rattraper la... La batterie suivante. Vous Voilà. voulez que je repasse avant? Dans celle-ci, c'est parfait. Alors, je voulais faire un rapide parallèle en région parisienne avec la ville Nouvelle-Désir, dont vous voyez ici le plan masse qui est fondé en fait sur les mêmes principes de tramviaire, de réseau de circulation, de réseau de cette même pensée holistique au départ dans le plan masse, sauf qu'elle va partir en chantier en différents fragments, en différentes étapes, en différents quartiers. Donc la diapositive suivante, c'est le premier projet qui donne lieu aux pyramides que vous connaissez peut-être d'Andropara, qui est cet habitat à gradins, qui va être reconnu modèle innovation également pour son ambition d'offrir des logements avec des prolongements extérieurs en terrasse et un habitat qui s'ouvre totalement sur un grand jardin. Et avec cette idée d'une politique d'urbanisme intégré, le terme apparaît à l'époque, qui justement prennent en compte l'ensemble des activités de la ville et ne fassent pas un découpage fonctionnel de la ville inintéressant et qui facilite des ambitions des habitants. Après, le reste de la ville, on peut aller à la suivante. Ce sont des vues de cet habitat hier et aujourd'hui, ça a assez bien vieilli. Sauf qu'il y a eu des rénovations, mais en gros, vous avez à gauche, lors de la réalisation, et à droite aujourd'hui, cet habitat à gradins qui a été reconnu suivant modèle innovation, de la même manière que le modèle du Vaudreuil a été reconnu modèle innovation et a été financé par le plan construction et mis en œuvre dans d'autres territoires, dans des banlieues de ville, dans d'autres villes nouvelles. Ce modèle qui est développé par Andro et Para est un modèle combinable, comme vous le voyez, à petite échelle, à grande échelle, et on fait de l'habitat en bande ou de l'habitat superposé, l'habitat pyramidal. Ils en font énormément. Et donc, je termine là-dessus, je crois, pour la dernière diapo. Voilà, sur cette, en fait, mise en proximité de cette relecture des années 60-70, de cette expérimentation constructive portée par le plan construction à travers ces concours, dans ces deux villes nouvelles, mais ailleurs aussi, dans les premiers concours de modèle innovation et concours PAN et réalisation expérimentale, qui sont maintenant l'objet de nos recherches au laboratoire de recherche pour s'interroger sur ce qui a été effectivement expérimenté, comment ça a évolué avec le temps et surtout qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine aujourd'hui qui a maintenant 50 ans et souvent qui sont des habitations qui ont été vendues en accession, mais aussi du logement social sur lequel là les bailleurs sociaux sont appelés à intervenir notamment pour des maisons en normes thermiques ou même pour faire évoluer les modèles. Et c'est intéressant de se questionner sur l'héritage de cette expérimentation, alors qu'on re-questionne aujourd'hui la réinvention de l'habitat. Et moi, je trouve dans les réinventions actuelles un écho de pas mal de projets théoriques qui sont restés dans les cartons et qui n'ont pas vu voir le jour parce qu'à partir des années 80, ils vont un peu être mis de côté. On va revenir à des problématiques d'architecture urbaine un peu plus sage et de modèles architecturaux beaucoup plus classiques, dirons, mais qui ne reposent plus les questions de vivre autrement. Voilà, merci. Merci. Ça vous donne un aperçu historique. Est-ce que dans la salle, il y a des questions sur l'intervention de Catherine Blin? J'avais une question. Donc on a vu au départ que voilà, sur le sujet des écoquartiers, vous avez évoqué à plusieurs moments une approche holistique par rapport au programme d'aménagement urbain de ces villes nouvelles. Donc sur les écoquartiers aujourd'hui, il y en a à peu près 500 en France. Alors c'est beaucoup de la rénovation, mais il y a quand même une partie qui est en aménagement neuf.
Et il y a une approche souvent qui est un peu systémique sur ces écoquartiers, avec des référentiels qui associent problématiques énergétiques, de végétalisation, qui étaient déjà dans les villes nouvelles de cette époque-là, et qu'on retrouve un petit peu dans cette démarche. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est dans le prolongement finalement de ces démarches d'urbanisme de cette époque-là, ou est-ce qu'il y a une accélération, une rupture aujourd'hui sur ces sujets? À la fois les deux, je dirais. C'est à la fois un prolongement et à la fois une relecture différente, parce que les moyens sont différents, et les volontés sont différentes, le contexte est différent, et les montages d'opérations sont certainement différents. Parce que ce qui a manqué, par exemple, au Vaudreuil, il y avait un programme de recherche américain, financé par des fonds de recherche américains et français, de partenariat sur la ville durable et la ville écologique, mais il n'y avait pas toutes les entreprises autour. On était encore dans une logique relativement productiviste. La faillite, au fond, de la mise en œuvre, c'est le gros appareillage de l'industrie du BTP qui arrive avec ses gros sabots dans le projet très délicat et très complexe à monter de gestion de tous les éléments. Je crois qu'on a énormément évolué au niveau des moyens de production. Et que les ambitions de collaboration sont plus soutenues au niveau politique, sont plus encouragées aussi dans le mode de pratique de l'architecture et de la ville aujourd'hui. On ne fait plus la ville aujourd'hui comme on la faisait dans les années 60. Ils étaient, à mon avis, trop en avance sur leur temps. Il n'y avait pas la machine qui suivait. Notion d'urgence aussi peut-être. On n'était plus tellement dans l'urgence à la fin des années 60, mais on était quand même dans la valorisation de l'expérimentation des années précédentes. Très bien, on viendra à la fin si on a le temps Oui. sur des questions Oui, bien transversales sûr. sur ce sujet-là, parce qu'il y a des appels aujourd'hui très innovants pour construire la ville, pour réinventer la ville. On reviendra sur ce sujet si vous voulez bien. Donc là, on va passer maintenant à une autre séquence avec Anne Ventura, donc les chercheurs à l'IFSTAR. Vous pouvez tout de suite passer. Je commence par quelques chiffres un peu globaux. À droite, ce que vous voyez, c'est les dernières données publiées par la Commission européenne dans l'Agence européenne de l'environnement sur le lien entre l'utilisation, la consommation d'énergie des pays et le PIB par habitant. On voit effectivement qu'il y a une linéarité certaine. C'est constaté déjà depuis plus de 15 ans. Ces données sont remises à jour et ça ne change pas et ça ne bouge pas depuis toutes ces années. À gauche, ce que vous voyez, c'est aussi au niveau mondial. C'est une évolution de la population. On voit que depuis 2005, la population urbaine a dépassé la population rurale dans le monde. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces consommations d'énergie, elles sont proportionnelles à la population urbaine, en fait, et pas à la population rurale. Donc, quelque part, on sait qu'il y a un lien entre consommation d'énergie, richesse économique et population urbaine, sans forcément qu'on sache qui est la cause de quoi. C'est un peu systémique et on n'a pas d'analyse de cause. Suivant. Donc, depuis déjà les réflexions sur le développement durable, qui datent des années 90, se pose le problème du découplage. Découplage, ça veut dire qu'on veut essayer de décorréler la croissance économique de la consommation et des rejets dans l'environnement. Et notamment, il y a des économistes depuis les années 2010 qui s'attaquent au modèle néolibéral et notamment qui dénoncent un des mythes de cette économie néolibérale qui est que, en fait, l'économie n'est pas liée à la ressource et qu'on peut, par l'imagination humaine, s'affranchir des limites de la planète. Ce modèle est complètement remis en cause aujourd'hui. Suivant. Donc ça, c'est le modèle de l'économie biophysique. Alors, ça a l'air compliqué, je l'ai simplifié. Par rapport au... Alors, ce que vous voyez dans les flèches noires, c'est les ressources. Et ce que vous voyez tout à gauche, c'est ce qui se passe dans l'environnement. Les ressources, elles viennent du soleil, de la chaleur de la terre et éventuellement, effectivement, de l'énergie qui est dans les atomes. Ça, c'est l'énergie qui est disponible sur Terre. Et cette énergie, elle est transformée, donc sous forme de pétrole par exemple, ou sous forme de plantes, d'eau, de mouvement. Et nous, on la récupère. Et là, on rentre ici sur cette partie-là dans l'action humaine. On va récupérer ces énergies et on va les transformer pour les rendre utilisables. Et à chaque étape, vous voyez les flèches violettes, on va émettre des déchets
gaspiller de l'énergie, parce qu'on a un rendement qui n'est pas optimal. Rendement d'une centrale nucléaire, c'est 30% par rapport à l'énergie disponible. 70% d'énergie perdue. Et puis, on va fabriquer ce qu'on appelle des biens intermédiaires, et puis ensuite, on va les consommer, et puis ça se termine à la poubelle. Et on a donc un ensemble de rejets qui sont solides, liquides, gazeux. Suivant. Donc, en fait, l'économie biophysique, c'est l'idée qu'on va intégrer ça dans le modèle économique. On ne va pas s'affranchir et faire démarrer le modèle économique ici, mais qu'on va intégrer ces parties-là. Suivant. Et donc, de ces réflexions sur l'économie biophysique, on en arrive à des économistes qui prônent la circularité. On arrive vers l'économie circulaire avec l'idée que l'ensemble de ces rejets, ils pourraient servir de ressources. Alors, évidemment, on pense aux rejets solides, les déchets, mais par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur le dioxyde de carbone, qui est un gaz qu'on émet, qui contribue à l'effet de serre, et qu'on peut éventuellement récupérer et utiliser comme une ressource. Donc, il y a à la fois cette circularité, et puis évidemment une diminution des prélèvements. C'est ce qui est, en gros, les deux grandes masses de l'économie circulaire. Suivant. Alors, ça se décline à l'échelle des villes. Donc, le métabolisme urbain, c'est pas nouveau. Ça date des années 70, avec la première étude sur la ville de Bruxelles. L'idée du métabolisme urbain, c'est un peu la même. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une ville, on va regarder ce que la ville prend dans l'environnement comme énergie, comme matière, comment elle la transforme et qu'est-ce qu'elle rejette, mais à une échelle territoriale plus restreinte. Et donc aujourd'hui, le métabolisme urbain, il a évolué de cette approche vers des approches quantitatives. Là, c'était déjà quantitatif, avec l'idée qu'on va, évidemment, ça a été étendu à beaucoup d'autres villes dans le monde, donc on commence à avoir du recul sur la structure des villes et le lien entre ces structures et leur consommation et leur rejet. Mais aujourd'hui, il y a encore très peu de modélisation. On observe, on mesure les flux, on les observe, on essaye d'analyser, mais on ne sait pas encore vraiment modéliser. Et donc, tant qu'on ne sait pas modéliser, finalement, on a du mal à trouver des solutions. Suivant. Alors, en termes de modèle, une autre méthode qui existe, qui est l'analyse de cycle de vie, sur laquelle je travaille, où là, on va en fait, on n'est plus du tout à une échelle territoriale, on est à l'échelle d'un produit, n'importe lequel, la bouteille, le smartphone ou un bâtiment, et on va aller regarder son cycle. À partir du moment où on va extraire des ressources, on va les assembler. Donc, vous retrouvez le schéma de l'économie biophysique, toutes les étapes, et à chaque fois, suivant à toutes ces étapes, on va les mesurer, les rejets et puis les prélèvements dans l'environnement. Et c'est à partir de l'ensemble de ces étapes et de toutes ces mesures qu'on va être capable de mesurer les impacts sur l'environnement. Et vous voyez qu'en analyse de cycle de vie, les impacts sur l'environnement, il n'y en a pas qu'un. On pense souvent que changement climatique, raréfaction des ressources en pétrole, etc. En fait, il y en a plein. Il y a plein d'atteintes à l'environnement possibles. J'ai un petit texte, voilà. L'analyse de cycle de vie, elle organise cette connaissance de toutes les atteintes à l'environnement qu'on peut générer par nos activités. Et puis, elle les regroupe, et vous voyez qu'elles sont en interaction en 3 grandes cibles qui sont culturelles, qui sont ce que nous, on souhaite protéger pour protéger l'espèce humaine. Il ne s'agit pas de protéger juste les autres, mais nous-mêmes, en fait. On va chercher à protéger les écosystèmes, la santé et les ressources. Et en fait, l'économie circulaire, elle est très centrée sur les ressources. Elle a tendance à oublier les 2 autres aspects, mais en fait, c'est lié complètement. Si tout le monde est malade, on n'a pas de ressources de travail, on n'a pas de force économique. Et puis les écosystèmes, ils nous fournissent de l'alimentation, du matériau, etc. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, voilà, si on veut faire une approche couplée, voilà pourquoi les 2 méthodes sont intéressantes, elles sont complémentaires. Mais aujourd'hui, en fait, le métabolisme territorial, il n'apporte pas de modèle, il ne regarde pas les impacts sur l'environnement, simplement les masses de flux, les énergies, alors que l'analyse de cycle de vie, elle ne regarde pas le territoire, mais par contre, elle permet cette quantification. Donc l'idée de la recherche méthodologique, c'est de coupler les 2 suivants. Donc l'idée, c'est qu'il faut, dans l'analyse de cycle de vie, ne plus se focaliser sur un seul produit, mais sur plusieurs en même temps, qui sont liés.
aller localiser ce qui se passe et puis avoir une approche territoriale et en métabolisme urbain, rajouter les impacts sur l'environnement. Donc, suivant. Donc voilà un petit exemple de ce qu'on a fait. Ici, on a travaillé sur la Loire-Atlantique, sur les déchets de démolition du bâtiment et en particulier sur le béton, qui représente 40% des déchets du bâtiment si on enlève les terres. Les terres, c'est 2/3 de l'ensemble des déchets. Et c'est pas rien, ces déchets, c'est à peu près entre 3 et 6 tonnes par habitant et par an en Europe. Donc c'est énorme en termes de masse. Donc on s'intéresse au béton et on voit ici qu'il y a déjà de la circularité et que beaucoup de déchets sont déjà réutilisés dans la construction. On peut passer. Donc sur le béton, un des exemples, le béton, comment on produit le béton? C'est des cailloux, du sable, du ciment et de l'eau. Et les cailloux, en fait, ils sont produits dans les carrières. Les carrières, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des concasseurs, c'est des grosses machines, ils prennent des roches, ils les écrasent, ça fait des cailloux et on les met dans le béton. Alors pourquoi pas prendre le béton et puis refaire des cailloux avec et le remettre dans la construction? Et c'est ça l'idée, donc les process sont les mêmes. Simplement, ici, on utilise dans la carrière du matériau naturel, alors que dans le recyclage, on va prendre du béton recyclé. Alors, rapidement, ça a l'air compliqué, mais si vous pouvez appuyer sur le slide suivant, je vais me lever là pour expliquer un petit peu. Donc là, on est sur une... Allez-y, vous pouvez appuyer. Voilà. Ici, en fait, vous voyez, on a du béton recyclé qui arrive de la démolition. Okay, et puis, il va au recyclage. Et ici, il va remplacer du matériau naturel. Et donc ici, on a un marché compétitif entre les deux. Et en fait, ce matériau naturel, il vient de la carrière. Et la carrière, elle, son objectif, c'est de produire ça. La haute qualité de granulats. Et ces granulats, on les utilise pour faire du béton, de l'enrobé. Et en fait, elle ne peut pas éviter de produire ces matériaux-là qui sont de basse qualité et qui vont, eux, remplacer et être en compétition avec les matériaux recyclés. Donc nous, on s'intéresse à ce marché qui est un marché économique. Voilà, allez-y. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand on va mettre ça sur le marché, en fait, on va provoquer un stockage de ces matériaux et on ne va pas arrêter la carrière. Okay, et donc c'est toute la logique aujourd'hui de cette économie circulaire. Allez-y, vous pouvez aller sur le suivant. Alors, non, on va passer celui-là. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait sur la Loire-Atlantique? On va dire où sont les acheteurs, où sont les producteurs, on va calculer des distances, on va calculer des prix de marché, on va calculer des parts de marché occupées, et puis on va calculer les impacts sur l'environnement en intégrant les transports des matériaux. Vous pouvez aller au suivant. Voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc ce que vous voyez ici en rouge, c'est la référence, c'est-à-dire les valeurs qu'on a en 2012, c'est notre cas de référence. Et puis après, selon les modèles qu'on va faire en économie de marché, on va voir si on arrive à modéliser la réalité. Vous voyez que sur le scénario 1, on suppose que le prix, en fait, l'acheteur, il va prendre le moins élevé entre la ressource naturelle et le recyclé. Et on devrait avoir à peu près 40% de part de marché si c'était le cas. Or, en réalité, on n'a que 6%. Donc ça veut dire que le modèle économique, il n'explique pas du tout la réalité observée. Si on change le modèle économique, c'est la ligne 2. Ici, on va dire que en fait, l'acheteur, il se méfie de la ressource recyclée et que donc il ne va l'acheter que si elle est 15% moins chère, au moins, que la ressource naturelle. Et là, on obtient dans notre modèle 10% de part de marché, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et puis le scénario 3, c'est le contraire. On imagine qu'il y a des acheteurs vertueux et ils sont contents. Et donc, ils ne vont acheter la ressource naturelle que si elle est 15% moins chère que la recyclée. Et là, en fait, on retrouve quelque chose de très similaire au scénario 1. Donc, on voit déjà que le mécanisme économique, il est loin d'être basé sur le prix. Et ce qu'on voit aussi, donc là, sur les impacts environnementaux que vous voyez en bas, vous voyez aussi que finalement, ils sont très peu améliorés. Même si on était sur le scénario 1, qui est le prix, ou le 3, vous voyez qu'en fait, ici, le centre, là, c'est pas 0, hein, c'est 90%. C'est-à-dire que sur l'ensemble des impacts environnementaux qu'on a regardés, il y en a quelques-uns qui sont améliorés d'à peine 10%. Voilà, donc finalement, quand on fait l'évaluation de cette situation, on n'a pas de découplage
de l'économie circulaire vis-à-vis des ressources, ni des autres impacts sur l'environnement. Voilà. Donc, juste pour voilà, donner quelques messages un peu généraux. D'abord, c'est une démarche innovante en termes de méthode, hein, ce que je vous ai présenté là, et qui souligne l'importance du contexte territorial. Parce que les résultats, ils dépendent complètement de la Loire-Atlantique, hein, du positionnement des unités de production, de l'abondance de la ressource naturelle, qui est très abondante en Pays de la Loire, qui explique peut-être la défiance vis-à-vis des matériaux recyclés, et ce ne serait sans doute pas le cas en région parisienne. Et on voit que de toute façon, les mécanismes de marché pur, eux, n'expliquent pas la réalité. Vous pouvez aller aider des réflexions un petit peu plus générales. Il faut vraiment utiliser la modélisation systémique pour alimenter des réflexions stratégiques. Là, on part d'un cas existant et puis à partir de ce modèle, maintenant, on est capable d'aller tester des scénarios d'aménagement. Est-ce que je vais augmenter la capacité de production du recyclage? Est-ce que je vais regarder l'effet de la taxation des produits vierges sur le fait qu'on aille vers du recyclé? Et puis aussi, pourquoi pas, aller regarder des scénarios peut-être plus pertinents au niveau environnemental, puisque là, on remplace des granulats de basse qualité par du béton recyclé, mais que serait-il, qu'arriverait-il si on remplaçait des granulats de haute qualité? Là, peut-être que la carrière, elle diminuerait ses activités, et donc peut-être qu'on aurait une amélioration environnementale. Et puis, juste le dernier point que je voulais souligner, c'est que c'est vraiment dépendant du territoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution universelle, et que donc l'approche développement durable où on va combiner l'économie et l'environnement, et pourquoi pas, pour l'instant je n'ai pas fait du social, mais il faut privilégier les outils et les méthodes et donner des outils aux urbanistes plutôt que des solutions. Et puis il faut effectivement faire l'évaluation environnementale, parce qu'on voit que quand on l'a fait, le découplage il n'est pas au rendez-vous. Donc il faut le vérifier. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? J'en avais une, enfin plusieurs, mais déjà une, sur les concepts, les démarches que vous avez présentées. Donc on a parlé de métabolisme urbain, d'analyse du cycle de vie, d'économie circulaire, mais il y a une autre thématique qu'on voit souvent, c'est l'empreinte carbone ou environnementale. C'est un petit peu différent de l'empreinte environnementale d'un territoire. Et donc je vais prendre l'exemple des prochains JO 2024, où les organisateurs annoncent une empreinte environnementale diminuée de plus de 50% par rapport aux derniers Jeux Olympiques de Rio et de Londres. Donc, est-ce que c'est envisageable selon vous? On voyait tout à l'heure dans votre exposé là, que finalement, il y avait un faible impact environnemental du traitement là, de la réutilisation du béton dans les chantiers. Alors, est-ce que c'est un objectif qui est atteignable ou c'est juste un vœu pieux? Et quelles sont les pistes d'innovation qu'on peut imaginer sur ces sujets-là? Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à tout. D'abord, juste par rapport au bilan carbone des organisations. Aujourd'hui, la méthode, elle n'est pas systémique. C'est-à-dire qu'on va aller... on a des bases de données, on a des chiffres sur j'ai telle activité, je fais de la restauration, j'ai tel transport, etc. J'ai une valeur de CO2. Et donc, je fais mon bilan à partir de cette somme d'activités. Mais le lien entre ces activités n'est pas pris en compte. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a un bilan. Et puis après, quelle solution on a, à part diminuer les activités, enfin, fournies en tout cas par ce type de modèle, à part diminuer les activités elles-mêmes, je ne vois pas. Donc, effectivement, ça va conduire vers des solutions qui sont peut-être, je ne sais pas, diminuer le transport des participants, mettre à disposition peut-être plus de transport collectif, je ne sais pas, mais ça va effectivement conduire à des solutions, je ne sais pas si elles sont innovantes, mais peut-être classiques. Il est dommage qu'effectivement, mais après ça demande du travail, mais il est dommage qu'on n'ait pas ces modélisations plus systémiques où on va aller rechercher
des comportements de mobilité, on va les relier entre eux pour justement trouver des modèles un peu plus fins et permettre de trouver des solutions beaucoup plus adaptées. J'ai pas après, est-ce que c'est réalisable? J'en sais rien. Non, je n'ai pas la J'en sais réponse, rien. mais c'est vrai que ça interpelle, Ça interpelle, la moitié. forcément. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les derniers Jeux Olympiques, qui sont des grandes opérations où en fait on a des grandes opérations d'aménagement qui sont liées à ces Jeux. Donc, voilà, ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions croisées? Oui, après. Vous avez parlé de sensibiliser un peu les consommateurs et les urbanistes à cette question. Ouais. Et pour les producteurs de béton, est-ce qu'ils voient l'intérêt à utiliser du béton recyclé et comment on peut leur assurer derrière un modèle économique qui fait que qui pourrait changer leur production Alors, il s'y intéresse. Il y a eu un projet national qui vient de se terminer, qui s'appelle Recy-Béton, qui était entièrement dédié à cette question. Est-ce qu'on peut recycler du béton dans le béton? Il faut savoir que ce n'est pas si simple, qu'il y a des contraintes technologiques, et en particulier aujourd'hui, pour assurer, on va dire, le fait d'avoir un bon béton quand on recycle du béton, il faut mettre plus de ciment. Or, c'est le ciment qui est le principal responsable des impacts sur l'environnement. Donc finalement, là aussi, on arrive à des solutions aujourd'hui qui, telles qu'elles sont faites, ne sont pas satisfaisantes. C'est à leur décharge, ce que je dis. C'est pour ça qu'effectivement, ce n'est pas si simple de recycler du béton dans le béton. Par contre, il y a des solutions, mais il faut arriver à des choses plus fines, des process adaptés. Et effectivement, ça a un coût. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément très intéressant pour eux. Par contre, la réglementation change. Notamment, le marché du carbone va intervenir dans les années qui viennent. Et là, les recycleurs commencent les producteurs de déchets commencent à se dire, est-ce que je ne vais pas pouvoir capturer du carbone dans mon béton pour le rendre, améliorer ses propriétés mécaniques et en plus capturer du carbone, donc quelque part contribuer de façon positive à l'environnement. Et ça, avec le marché du quota, ça devrait diminuer, enfin permettre aux recycleurs de récupérer une partie financière de leur investissement. Après, le modèle exactement, je ne le connais pas, mais je pense que comme ils s'intéressent à la question, je pense que derrière, ils pensent pouvoir gagner quelque chose. Voilà, mais c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Ils s'y intéressent, après, c'est pas encore dans les faits. Il y a un programme de recherche à l'IFSTAR justement sur le Ouais. béton recarbonaté qui est un programme important qui s'appelle FastCarb. Voilà. Donc c'est dédié justement à traiter cette question-là. Très bien, je vous remercie. Donc on va passer à Bruno Barocca maintenant. Voilà. Merci. Moi, je vais vous parler plus de la dimension risque, risque urbain, et notamment par rapport à un événement particulier qui est celui de l'inondation. Alors, juste pour reposer un peu les éléments, la définition des risques en France et dans pas mal de pays finalement, elle se base sur le croisement d'un aléa. Donc l'aléa, c'est un événement naturel ou technologique ou qui représente la menace dont on peut estimer sa probabilité d'occurrence, c'est-à-dire la malchance qu'on aurait chaque année qu'il survienne. Donc quand on parle d'une crue centennale en Île-de-France, ça veut dire qu'on a une chance sur 100 tous les ans d'avoir ce niveau de crue. Donc ça, c'est d'un côté l'étude sur la menace, et de l'autre côté, il y a l'étude sur la vulnérabilité du territoire, c'est-à-dire sa fragilité par rapport à cette menace. Donc c'est le croisement de ces deux études qui donne la dimension de risque, et puis on peut passer. Et en fait, dans la réalité, on part de la menace, on regarde les impacts sur le territoire et la fragilité du territoire pour en définir le risque. Donc, on n'est pas vraiment sur deux variables indépendantes. Donc je voulais vous faire un certain nombre d'observations. C'est deux cartes qui commencent à dater, mais que je reprends parce que la première, celle-ci, c'est une carte qui est issue du ministère à l'époque, qui s'appelait pas. Il n'y a pas tout à fait même nom, mais c'est le ministère de l'écologie, et c'est la déclaration des préfets sur les zones inondables. Et puis sur la slide d'après, vous voyez les
perspectives d'évolution démographique que donnait l'INSEE. Et on remarque que globalement ça se superpose bien, c'est-à-dire que les zones inondables sont les zones où les gens vont. A priori, c'est peut-être pas parce qu'ils aiment vivre le risque, mais finalement, c'est quand même des zones majoritairement assez agréables. Et en plus, on s'aperçoit, par exemple, sur le littoral atlantique, qui est soumis à une forte pression foncière et dont on voit peu d'inondations. En fait, l'inondation représente une bande de littoral qui est relativement restreinte, donc elle n'apparaît pas trop en bleu sur la carte, mais en fait, c'est quand même des zones soumises assez fortement au risque de submersion marine. Quelques années plus tard, on s'aperçoit que la construction de logements en zone inondable elle se passe dans les zones où il y a de la pression foncière. Donc globalement, on a une construction importante de logements et d'autres éléments, mais dans les zones inondables en France, ce qui nous amène aujourd'hui, pour les chiffres officiels, c'est-à-dire qu'il y a 17 millions de personnes qui y vivent, ce qui n'est pas rien, et il y a des chiffres qui vont sortir de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme dans quelques temps là, dans les plans de prévention des risques d'inondation, donc dans les secteurs où normalement l'urbanisme est contrôlé par l'État, par les plans de prévention des risques d'inondation qui s'imposent au PLU, il y aurait eu dans la région Île-de-France 40 000 logements construits. Donc on a construit une ville moyenne en zone inondable en Île-de-France depuis la période où ces plans existent, c'est-à-dire les premiers ont été mis en œuvre en 1995. Les premières études ont été lancées en 1995, donc ils sont approuvées depuis un peu plus tard. Donc finalement, dans une période de temps relativement courte, de même pas 20 ans, on a construit une ville moyenne en zone inondable juste en Île-de-France. Donc la construction en zone inondable, c'est un fait, c'est une réalité. D'un point de vue innovation, les questions qui se posent, c'est comment on peut faire pour tout d'un coup avoir un urbanisme et une construction adaptés à ce temps particulier où il y a une extrême climatique qui a priori devrait plutôt être plus fréquente, c'est ce que nous disent les modèles climatiques, et donc comment on s'adapte. Donc toujours sur ces chiffres, vous voyez par exemple qu'il y a eu plus de 8000 logements dans le Val-de-Marne qui ont été construits en 7 ans et dans des plans de prévention, dans des zones couvertes par des plans de prévention des risques d'inondation, donc dans des zones qui a priori devraient plutôt empêcher ça. La base en termes d'impact, voilà les inondations. Depuis 1982, depuis la période où on a mis en place le statut de catastrophe naturelle, les inondations, elles ont touché tout le territoire, sauf 3,5%, je crois, des communes qui n'ont pas été touchées. Enfin, tout ce qui est en bleu, voilà, c'est tous des communes qui ont été soumises à une catastrophe naturelle, inondation, depuis 1982. Donc c'est un risque relativement diffus. Après, vous voyez, on retrouve ces grandes zones, vous voyez sur les premières cartes, toute la vallée du Rhône et tout le temps. Donc les enjeux urbains, si je regarde un peu la région Île-de-France, ça c'est une carte qui a été publiée par l'OCDE, mais qui est sur la base des données de l'IAU. Ce que vous voyez le long des cours d'eau, donc la Seine et la Marne, avec des taches noires et grises qui sont entourées de bleu, sont tous des grands projets urbains en zone inondable. Et vous pouvez remarquer que finalement, en termes de densité, il y en a beaucoup plus le long des cours d'eau que si vous allez dans l'Essonne. Donc ça veut dire que c'est maintenant que ça se passe aussi. Alors on y va, déjà le cadre de vie au bord d'un fleuve est quand même beaucoup plus agréable qu'au bord d'une infrastructure routière ou ferrée. Donc c'est plutôt un cadre de vie agréable, on comprend génial, mais surtout c'est aussi pas mal de territoires industriels qui a déjà un peu muté, qui a un peu changé, mais qui est
sur lequel il y a déjà il y a un potentiel foncier, il y a des grandes emprises, c'est plus simple souvent de faire du projet urbain. Et puis c'est des zones qui sont un peu, on va dire, favorables pour faire du renouvellement urbain. Vous avez le secteur des Ardoines, vous avez des grandes emprises foncières anciennement industrielles ou artisanales. Voilà. En termes d'enjeux, ça c'est des documents de l'IAU. Vous voyez la petite tache rouge, donc on va avancer. C'est le rectangle que vous voyez là. À côté, en noir, c'est un grand projet urbain, donc un zone inondable, c'est celui des Ardoines. Et si on avance encore, cette petite tache rouge qu'on voyait, c'est toujours la même, et ça représente la plus grande catastrophe, la dernière grande catastrophe qu'on a eue, qui est Xynthia, même si on a eu d'autres catastrophes depuis. C'est la même échelle, c'est-à-dire à peu près 2000-2500 pavillons. Donc vous voyez ce que ça représente à l'échelle de l'Île-de-France, et les enjeux sont considérables en termes d'impact potentiel. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a une échelle qui est trop faiblement investie à la fois, enfin, surtout côté recherche. C'est l'échelle du quartier, parce qu'il n'y a pas de bonne définition au niveau international, mais c'est l'échelle de l'urbanisme opérationnel. En France, l'échelle c'est soit de la parcelle, soit on va sur des secteurs, hein, comme il y a sur la maquette là, qui peuvent être organisés en forme de ZAC, etc. Mais c'est là que ça se passe, l'urbanisme opérationnel. Il ne se fait pas à l'échelle de l'Île-de-France. Là, on est sur des questions de planification. Et donc, cette échelle de l'urbanisme opérationnel, qui est l'échelle, si on veut aller voir des exemples de résilience, on va voir des quartiers, on va à Hambourg, on va à Mayence, on va à Francfort, on va, pas qu'en Allemagne d'ailleurs, mais on va voir un certain nombre de quartiers. Donc là, il y a un vrai enjeu dans l'opérationnalisation d'éléments de recherche. Or, les chercheurs investissent assez peu cette échelle, même en termes de métabolisme urbain, il y a assez peu on avait pas mal étudié ça, avec d'ailleurs les mêmes auteurs, puisque la première slide, elle parle de Kennedy, qui a travaillé aussi sur ces questions de résilience et d'autonomie, notamment du port à Toronto. Et donc là, juste une image d'un quartier, qui est le quartier le plus visité peut-être, qui est à Hambourg. Et donc là, vous voyez une énorme porte anti-crue. Ce quartier se ferme totalement. Du coup, c'est pas des digues, c'est pas de la protection sous forme de digues, donc on sait qu'elle pose de gros problèmes. Et donc on a plus de 9000 km en France. Donc on sait que ça a beaucoup de problèmes parce que les ruptures de digues entraînent de grandes catastrophes. Là, c'est plutôt les bâtiments qui se ferment. Et donc, voilà un autre exemple. Vous voyez tout le rez-de-chaussée là, ça se ferme et c'est totalement étanche. Le bâtiment il est étanche jusqu'à la grande partie horizontale en béton que vous voyez. Donc l'eau peut monter de 2,50 m, 3 mètres dans le quartier. Et tout est étanche. Et donc vous avez tout aussi, après d'un point de vue urbain, vous avez tous les accès par le premier étage, les logements il n'y a pas de logement. Et donc, on est encore en Allemagne, vous voyez, c'est dans un cadre un peu moins high-tech. Cette maison qui est adaptée, il y en a toute une série, c'est Luttersdorf. Du coup, c'est toute une série de maisons. Il y a même un restaurant. Et vous voyez donc sur la photo de gauche que les personnes habitent dans la fenêtre que vous voyez, qui est la fenêtre du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, pendant l'inondation. Et ils habitent vraiment, et en haut ils ont de l'électricité, ils ont des réseaux, ils vivent là, ils ont juste débarrassé l'étage, le premier étage, tout est stocké dans les combles, et quand l'eau va repartir, ces gens-là ne sont pas assurés, ils auront zéro dégâts. Donc, quand l'eau repart, ils sèchent, ils lavent, et ils ont un certain nombre d'éléments, on ne va pas appeler ça de l'innovation parce que c'est des bonnes pratiques, mais par exemple ils mettent des sacs de sable devant les portes,
mais c'est pas pour empêcher l'eau de rentrer, c'est juste que l'eau qui va rentrer dans l'habitat, elle sera propre, elle sera filtrée par le sable des sacs. Et donc ils n'auront pas de problème avec des eaux polluées à l'intérieur de l'habitat. Donc ils n'auront plus qu'à laver, à sécher, c'est reparti. Mais c'est tout un habitat qui est adapté. Il n'y a pas de plaque au plâtre, il n'y a pas de... Les réseaux électriques sont faits de manière un peu spéciale, se déconnectent niveau par niveau. Voilà, ça c'est de l'innovation. Ça c'est un projet de BACA qui est par la ville de Dordrecht. C'est la Hollande, c'est une vision un peu extrêmement positive, utopique des risques. Et ceci dit, la ville de Dordrecht, elle est assez particulière, parce notamment en termes de mentalité, c'est une ville qui est protégée par des digues. Voilà. C'est une ville qui n'est pas inondée, elle est protégée par des digues. Ce qui se passe actuellement, c'est que la ville a décidé de détruire les digues pour être inondée. Donc c'est une mentalité qu'on n'a pas tout à fait encore en France. Et ceci dit, c'est pas aberrant, parce que toutes les catastrophes qu'on connaît, qui sont la Nouvelle-Orléans, Dinkia, etc., c'est tout le temps des ruptures de digues. Donc les digues, elles ont une vraie valeur ajoutée pour des événements moyens, parce qu'elles protègent la ville, mais d'un autre côté, elles donnent un faux sentiment de sécurité. Et quand il y a une rupture de digue, quand il y a une défaillance dans les ouvrages, derrière c'est une catastrophe beaucoup plus forte, parce que le territoire n'est pas adapté, parce que l'inondation va être extrêmement rapide, violente, par rapport à une inondation qui aurait pu être beaucoup plus lente et qui arriverait sur un territoire qui a une certaine culture de l'inondation et qui serait adapté. Donc voilà, Dordrecht a décidé d'enlever les digues et d'adapter la ville. Et donc là, c'est pareil, en termes d'innovation, il y a énormément d'éléments, puisque on a, pour assurer un certain confort là-dedans, on sait que les réseaux ne marcheront plus. Normalement, vous aurez plus un grand réseau électrique qui va vous fournir. Donc la question, c'est quelle est la production locale, comment vous allez produire de l'énergie localement, qu'est-ce que vous allez consommer localement, comment vous allez trouver des boucles à l'échelle, est-ce que c'est à l'échelle d'un bâtiment, de plusieurs, d'un quartier, etc. Il y a plein d'éléments comme ça qui font vraiment écho au métabolisme, parce que c'est des questions de production locale, de stock, de boucles locales, et qui permettent de pallier des entrées et des sorties qui temporairement sont impossibles. Et donc là, oui, c'est même des questions sur des parties de voiries flottantes, de traitement des eaux usées et des choses comme ça. Donc, juste pour conclure, je suis passé très vite, mais les constats qu'on peut faire, c'est que la gestion des risques centrés sur les aléas, c'est-à-dire sur la menace, elle fait face à des incertitudes, alors, non seulement qui sont croissantes, mais dont on ne peut pas dépasser, parce qu'il faudrait pour pouvoir évaluer ça de manière sérieuse sur les extrêmes climatiques, il faudrait beaucoup plus de données que ce dont on peut disposer, donc on ne pourra pas réduire ces incertitudes. Donc c'est très indicatif les niveaux qui sont donnés, même si après ils rendent les politiques publiques, mais ils sont assez peu fiables. La partie de l'arrivée par la vulnérabilité, elle donne la fragilité des territoires, mais elle ne permet pas trop de passer à l'action et du coup d'orienter l'innovation et les besoins. Elle montre des états de fragilité. Et donc sur des bilans économiques pour des assureurs, tout ça c'est très bien, mais dans une démarche active, ça ne donne pas énormément d'indications. Et la question de l'innovation, c'est de voir comment un système urbain peut être résilient face à des risques, et donc comment toute la partie des systèmes techniques urbains peut s'adapter, et les questions aussi de transmission de culture de risque,
et d'autres éléments divers. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais en poser une. Donc, alors vous avez répondu peut-être un petit peu, mais je vais la poser peut-être un petit peu différemment. Je crois qu'on fait le constat que les villes modernes aujourd'hui sont finalement plus vulnérables que les villes il y a quelques centaines d'années, du fait des réseaux, tous les services, des télécoms, électricité, de tous les services qui se greffent autour et qui sont arrêtés en cas de catastrophe ou de problème particulier. Donc, vous avez essayé donc, ces villes sont plus vulnérables. Et par contre, il y a des programmes autour de la résilience que vous avez évoqués sur quand même des territoires assez spécifiques. Mais sur des villes plus éloignées de ces zones potentiellement où il peut y avoir des catastrophes de type inondation, est-ce qu'il y a des innovations, des démarches à prendre en compte pour augmenter la résilience de ces villes? Surtout dans le champ de l'innovation, vous en avez abordé quelques-unes, mais par exemple, il y a tout ce qui est simulation en amont. Donc, on évoquait au démarrage, avant la table ronde, les applications autour de la réalité augmentée, par exemple, ou de la simulation 3D. Et puis les matériaux, peut-être des nouveaux matériaux aussi qui existent, voilà, des choses comme ça. Vous pouvez dire juste un mot là-dessus? Mais, tout ce qui est 3D, réalité augmentée, a un vrai impact dans la prise de conscience. C'est un risque qui est... tous les risques extrêmes, finalement rares, bon, extrêmes, c'est relativement rare, sont difficiles c'est un temps qui est difficile à montrer. Les gens n'ont pas d'expérience par rapport à ça. Donc ces outils permettent de le faire, permettent de montrer un état d'un territoire simulé et de le communiquer et par la prise en compte par les élus et par les habitants. Donc il y a un vrai intérêt par rapport à ça. Après, la question de la vulnérabilité par rapport au réseau, en fait, c'est les éléments qui sont vulnérables parce qu'ils sont dépendants des réseaux. Les réseaux sont plutôt moins vulnérables maintenant qu'il y a quelques décennies. Ils sont fiabilisés, mais par contre, nous sommes très dépendants de notre arrivée d'énergie. Et donc là, il y a des vrais éléments d'innovation sur quel degré d'autonomie on peut trouver et quel degré de bouclage local on va pouvoir envisager. Parce que le risque qu'on peut définir par le risque d'une manière générale, c'est la déconnexion. C'est à partir du moment où on est déconnecté, mais déconnecté pas que sur des réseaux. Il y a des études scientifiques qui montrent que sur des risques importants, notamment ce qui a pu se passer au Japon, il y a 2 villages qui sont dans des situations très proches par rapport à la menace. Et puis il y a un village où les gens se connaissent vraiment bien, des vraies connexions sociales. L'impact est différent. Il y a très peu de décès dans ce village par rapport à d'autres. Donc de l'entraide, tout simplement, finalement. Parce que les gens se connaissent et vont s'entraider. Donc c'est question de connexion, c'est à la fois une connexion au réseau, connexion avec votre téléphone pour avoir les informations sur la crise, mais c'est aussi les connexions sociales et donc on peut voir le risque comme ça. Et du coup, tout risque, par exemple sur les réseaux, les réseaux ne fonctionneront plus, vous êtes déconnecté. Donc, pour ne pas avoir cette déconnexion totale, l'innovation, elle est de qu'est-ce qu'on a pour vous donner un peu d'autonomie sur place. Et les derniers immeubles qui ont été construits à Manhattan, par exemple, ils assurent l'autonomie énergétique de 2 prises par appartement. Ils donnent des versions un peu dégradées, mais qui permettent de garder une certaine connexion sur des réseaux techniques. Très bien. Est-ce qu'il y a des normes additionnelles à prévoir, par exemple, dans tout ce qui est programme de rénovation, de promotion Des normes, en fait, il y a le plan de prévention des risques d'inondation qui va donner un certain nombre d'éléments, mais qui sont extrêmement faibles. C'est plutôt la hauteur du plancher au-dessus des plus hautes eaux connues.
Après, actuellement, se discute des éléments autour du DTU, qui norment la construction, pour faire entrer ça dans le DTU. Le problème, c'est est-ce que c'est spécifique, créer un DTU spécifique sur les côtés inondation, ou venir ajouter le caractère inondable sur chacune des fiches du DTU, mais c'est le seul élément qui me semble être à peu près envisageable, sachant que derrière, il y a quand même eu de nombreux travaux, mais qui restent, comme ils n'ont pas valeur de norme, ils restent dans les cartons. Il y en a au CSTB, il y en a un peu dans tous les organismes, mais voilà, ça, c'est pas utilisé. La recommandation plus que des normes, finalement. Oui, Oui, mais on a du mal à passer de la recommandation à la norme. Enfin, à toucher surtout le monde de la construction. Je propose qu'on enchaîne sur la présentation mensuelle, que tout le monde puisse. Parce qu'en fait, à partir de 13h, le piano bar est ouvert au public. Alors, on a Voilà, si vous avez un petit peu de temps, après on peut échanger. Puis si vous voulez déjeuner avant la conférence de cet après-midi. Très bien. Je pense que idéalement, si on pouvait finir d'ici un quart d'heure, 20 minutes, ce serait bien. Ok, je vais essayer d'avoir du coup un déroulé qui soit compatible avec Désolée. l'horizon temporel qu'on s'est donné. Je suis ravi d'intervenir à ce moment-là. On peut rester sur celle d'avant. D'accord. Il y a une espèce de logique effectivement dans le déroulé. Moi, du coup, je vous présentais quelque chose qui est encore plus focal que ce qui a été présenté à l'instant. On a vraiment focalisé le spectre des sujets. Donc moi, je vais vous parler de qualité de l'air. Et on peut passer du coup au slide d'après. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la qualité de l'air, c'est comment, quand on a une installation, un site industriel, une infrastructure, par exemple portuaire, routière, comment on détermine l'impact sur la qualité de l'air de l'activité humaine au final. Alors on a une première méthode qui consiste à faire de la mesure. Alors la mesure a des qualités et des défauts aussi, sa représentativité, etc. Et surtout, elle a des problèmes pour mesurer en fait des alternatives. On a un site industriel, on va changer sa cheminée. On ne peut pas mesurer ce qui n'a pas encore été installé. C'est un problème de fond dans la réalité. Et le deuxième aspect, c'est qu'on ne peut pas mesurer le futur, en tout cas pas encore. Et dans ce cas-là, donc on ne peut pas accéder à ce qui va se passer demain sur un site industriel ou demain en termes d'impact, par exemple, sur l'ozone. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? On essaye de calculer. Alors comment on calcule? On réfléchit beaucoup, on fait des modèles mathématiques, c'est beaucoup de maths appliquées. Et donc finalement, on utilise ces modèles de simulation numérique, on a besoin de modèles de simulation numérique, on a besoin de puissance de calcul, parce qu'il faut être capable de résoudre ces algorithmes. Et puis il faut aussi énormément de données. C'est-à-dire que sur la simulation environnementale, c'est vraiment un secteur d'activité qui est intensif en données, dans le sens où on a besoin d'avoir beaucoup de données hétérogènes en nature. Là, vous voyez par exemple, c'est l'écoulement du vent au milieu du bâti, donc à un instantané, à un moment, sur certaines hypothèses de Moyen-Âge, quand même spatiales et temporelles. Mais donc vous avez besoin de beaucoup de données qui sont hétérogènes en nature, vous avez besoin d'avoir l'élévation des sols. C'est-à-dire que si le vent s'engouffre entre deux reliefs, effectivement, ce que vous voyez qu'on fait de la randonnée dans un col, le vent est plus fort. Vous avez besoin de l'utilisation des sols. C'est-à-dire que si le vent souffle au-dessus de la mer ou au-dessus de la forêt, il n'a pas la même intensité, parce qu'il n'y a pas le même freinage. Vous avez besoin de données de météo aussi, ça, vous ne pouvez pas faire des calculs sans avoir une entrée au moins grande échelle qui sort de modèles météo plus large spectre. Et puis vous avez besoin de données de bâti, si vous voulez résoudre l'écoulement par exemple comme c'est le cas là au milieu du bâti, ainsi que des données par exemple de trafic automobile, c'est-à-dire des brins de trafic pour savoir où sont positionnées vos sources d'émissions. Donc c'est des données qui sont compliquées à rassembler, qui prennent du temps, c'est un procédé qui est extrêmement chronophage, c'est un procédé qui est source d'erreur parce qu'on va transformer beaucoup de formats de fichiers. Et c'est là finalement où nous on apporte de la valeur. Donc c'est aussi intéressant, vous avez un panel qui combine aussi une approche plutôt universitaire avec nous qui avons des problèmes assez pragmatiques en fait, parce qu'on est société privée. Donc nous on essaie d'apporter la valeur à ce moment-là, et donc cette valeur c'est simplifier l'utilisation de la simulation numérique, c'est réduire le temps d'utilisation, et puis c'est apporter une meilleure qualité des résultats. On peut passer au slide d'après. Donc nous, ce qu'on fournit, c'est un service web de modélisation bout en bout. Et on fait ça, on le fournit auprès des acteurs qui l'utilisent, évidemment. Donc les acteurs qui l'utilisent pour nous sont des industriels, des bureaux d'études, des collectivités, des gestionnaires d'infrastructures.
Et donc nous, ce qu'on leur offre finalement, c'est toute la partie mise en données, tout ce procédé qui est extrêmement chronophage. Donc nous, on fournit directement au format des modèles les données, c'est-à-dire qu'on va se brancher sur énormément de sources de données au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on doit permettre à nos clients, à nos usagers, d'être capables de modéliser un site qui pourrait se trouver par exemple à côté de l'étang de Berre, parce que si on parle de zone industrielle en France, ou dans la Pampa au milieu de l'Amérique du Sud. Donc dans les deux cas, il doit pouvoir faire fonctionner ses simulations. Donc on fournit toute cette mise en données. Le deuxième aspect, c'est qu'on fait toute la partie déploiement sur calculateur, parce que pour faire de la simulation, il faut être capable de déposer tous ces fichiers de données sur calculateur, soumettre les jobs de calcul, et après on fait toute la partie aval, symétrique de ce qu'on a fait sur la mise en données au final. Donc toute la partie post-processing, où on va récupérer toutes ces données de modèle qui sont au final des grandes tables de chiffres 3D qu'on va réinterpréter, projeter sur carte comme vous le voyez là. Là, c'est un exemple plutôt industriel. Donc là, on voit des cartes d'envolée de poussière à partir d'une zone de stockage. Donc si je repositionne la carte, ce que vous voyez là au milieu, c'est entouré de vert, du carré vert, c'est la zone de Singapour, la presqu'île de Singapour. Et vous voyez en bas, il y a une espèce de petite île, donc c'est le détroit de Malacca qui passe dessous. Il y a une conférence tout à l'heure plénière, vous voyez le positionnement global de Singapour au niveau de la Malaisie, dans l'Asie du Sud-Est. Donc là, il y a une zone de stockage au sud de Singapour, sur laquelle, si on zoomait, je ne l'ai pas mis là, mais on verrait des réservoirs, des zones de stockage de carburant, des zones de dépôt de matière, de matériaux. On parlait tout à l'heure de béton, de granulat. Donc là, c'est de l'envolée de poussière suite à l'écoulement du vent, une faible humidité. Et donc, on est capable de suivre le panache des polluants en situation, là c'est un cas horaire, donc heure par heure, l'évolution du panache. Donc, on produit en aval, du coup, le résultat de la simulation, c'est un petit peu ça. Et on est capable aussi, du coup, de croiser ça avec des données de population pour être capable de produire une cartographie d'impact sanitaire, par exemple. Alors, pour refocaliser un petit peu plus sur le sujet d'aménagement territorial, nous, les projets de R&D qu'on mène, ce sont des projets collaboratifs qui font intervenir beaucoup d'acteurs et qui visent à réaliser ces simulations-là dans des cadres beaucoup plus urbains et pour des applications avec des échelles de temps qui sont aussi différentes. Donc, il y a un premier projet où je n'ai pas de diapo, dont je vous parle oralement en 2 secondes. C'est un projet qui a été financé donc, par le FUI, donc le Fonds unique interministériel, et qui fait intervenir un spectre d'acteurs qui va des ASCAD, donc des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, comme Air Paris et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à des sociétés privées comme Aria Technologies, Force City, Terra, et puis nous-mêmes, Amplissime, où là on essaie de faire sur un domaine urbain qui est quand même assez important, une modélisation ultra fine. Donc on est à l'échelle d'un territoire comme la ville de Paris, la ville de Lyon, donc une empreinte territoriale d'une dizaine de kilomètres, où on vient se mettre en situation de modéliser à très haute résolution, une échelle métrique, la qualité de l'air. Donc ça c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est ce projet ACMO, qui est porté par l'Université de Rennes, donc sur le territoire de Rennes Métropole, qui incorpore un certain nombre d'acteurs. Vous voyez les logos en bas. Je ne vais pas prendre le temps de les citer parce qu'on a un quart d'heure et j'essaie d'optimiser un petit peu le temps et le message que je veux passer. Tout ça pour dire que là, on vient, et c'est aussi une révolution un peu technologique qui impacte le domaine de la qualité de l'air, c'est l'irruption des microcapteurs. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des sujets où on avait surtout des stations de mesure assez coûteuses et très grandes, très qualitatives aussi. Par exemple, qu'exploite Air Paris, vous en avez une avenue du Maine sur la place Victor Bache, vous en avez comme ça une quinzaine sur l'agglomération parisienne et qui mesure à la fois de la situation de la pollution de fond, en gros c'est le panache des polluants qui a été un petit peu mélangé, moyenné, et puis de la pollution dite de proximité, où en gros vous êtes à côté du périphérique et vous avez un impact, par exemple des particules, qui est assez important et qui est lié à votre proximité avec le trafic. Donc il y a une irruption maintenant de toute une galaxie de capteurs qui sont petits, qui sont moins précis évidemment, qui ont des problématiques de dérive dans le temps, etc., mais qui du coup sont moins chers et que du coup on peut aller incorporer un petit peu partout. Et donc c'est un petit peu l'objectif de ce projet. Donc là on va embarquer sur des bus ces petits capteurs pour faire de l'acquisition et du coup mobile, ce qui rajoute aussi une complexité au système, et on va venir coupler ça avec de la pollution, la simulation numérique, donc ce qui pose aussi pas mal de problématiques d'intégration de ce type de mesures qui sont un petit peu dégradées, mais plus nombreuses, et en tout cas variables en espace et en temps. Et puis il va permettre du coup d'aborder des questions autour de la qualité de l'air
en milieu urbain, de l'origine de cette pollution, de toutes des questions autour de l'impact de la mesure, et puis pouvoir répondre à des scénarios alternatifs. Voilà, bon, ça suscite plein de questions. Là, j'ai compris que le temps est assez compact, donc je vais terminer sur ces éléments-là. Voilà, si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Merci. Merci. Avez-vous des questions sur ce sujet particulier? Donc, si on a encore quelques minutes, c'est ça, je propose de prendre une ou deux questions un peu transversales. Donc, j'en avais préparé quelques-unes, donc le temps sera raccourci, donc je vais en choisir une. Une question, par exemple, sur l'échelle territoriale, si elle vous convient. Quelle est la bonne échelle territoriale pour ces stratégies, ces réflexions, ces politiques d'innovation autour du développement durable des territoires? On a évoqué tout à l'heure les écoquartiers, donc on aurait pu parler des écocités, on a des projets, des réflexions à des échelles plus larges, intercommunalité. Quand on parlait tout à l'heure de métabolisme urbain, on voit que finalement le territoire d'études, il faut aussi prendre en compte d'autres territoires qui sont autour d'approvisionnement ou de rejet liés à ce métabolisme urbain. Donc quelle est la bonne échelle, ou est-ce que ce sont toutes les échelles qu'on doit conjuguer les unes les autres avec plusieurs niveaux de réflexion? Est-ce que ça vous va peut-être comme première question? Qui veut... Vous êtes trop large cette question. Moi, je veux bien répondre. En approche systémique, ce qu'on dit, c'est que l'échelle dépend de la question posée. Donc en fait, on va avoir ce qu'on appelle un premier plan qui est vraiment lié à la question posée. Mais on sait que ce premier plan qui va se traduire par une échelle territoriale, il est inséré dans un territoire plus grand, qu'on va appeler l'arrière-plan, qu'on ne va pas détailler, mais qui va donner un ensemble de contraintes au territoire d'études. Donc c'est un peu comme ça qu'on gère cette complexité territoriale, sachant que selon la question posée, ben oui, on va pouvoir changer d'échelle et peut-être imbriquer des échelles les unes dans les autres. Et puis à cela, j'ajouterais la question de l'échelle temporelle qui est rarement abordée. Et je pense en pollution, en risque, on a aussi cette échelle et on analyse le cycle de vie aussi. Et si on revient aux écoquartiers, le grand problème des écoquartiers, c'est qu'une fois qu'on l'a livré, on s'en occupe plus. Or, la performance environnementale, et en particulier, par exemple, sur la biodiversité, elle va beaucoup dépendre de la manière dont on utilise ce quartier et donc de l'implication des usagers, des habitants dans la conception de la solution. Et je pense que c'est pareil en risque. Voilà, je laisse les autres répondre, mais... Je dirais que c'est simple de faire la transition avec l'histoire urbaine montre que l'échelle de l'urbanisme opérationnel est une échelle importante parce qu'on peut faire une planification à très grande échelle comme celle d'une ville nouvelle, qu'elle soit théorique avec une échelle de territoire indéfinie ou avec une échelle de territoire beaucoup plus finie comme un écoquartier. De toute façon, on mettra en œuvre un premier morceau et un deuxième morceau. Et ce qui est très important, c'est cette échelle de temps, de continuité intelligente entre les différents morceaux et les différents acteurs politiques, l'échelle de temps de la succession des idées politiques et des ambitions d'orientation, donc du fonctionnement de la maison en tant que telle au quartier. Évidemment, c'est un système parce que la maison en tant que telle dépend aussi de son environnement. Et après, chaque ville est faite de différents quartiers. Il y a des villes qui ont des quartiers très différents, qui fonctionnent très bien ensemble, mais il y a des villes qui ont des quartiers très différents qui ne fonctionnent pas bien ensemble parce que les connexions, les liaisons se sont contredites, on a tourné le dos à son voisin. Donc il y a la durabilité implique aussi un respect de ce qui est déjà là et une envie aussi de s'ouvrir à un potentiel à ce qui va venir plus tard, je pense. Donc la notion de temps est fondamentale, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'aménagement, je pense. Pour un tas de raisons. Oui, je suis entièrement d'accord. La première question, c'est l'échelle est en lien avec le problème et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à articuler tout ça. C'est-à-dire quand la question elle se pose sur une ZAC de faire l'aménagement, la question se pose à l'échelle de la ZAC, ne se pose pas à l'échelle du maillage
énergétique français avec les centrales nucléaires, etc. Et à cette échelle-là, pour l'instant, on n'a pas énormément d'éléments. On sent qu'il y a beaucoup d'innovation partout, mais on ne voit pas comment ça peut s'articuler avec les autres échelles. Donc, moi, celle-là, elle me semble primordiale. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que l'opérateur de réseau il réfléchisse aussi à l'évolution de son réseau. Parce qu'à un moment, si ça se multiplie, ça va impacter le fonctionnement du réseau. Mais moi, mes étudiants, je leur fais systématiquement lire des publications d'Olivier Coutard sur les services, sur la décentralisation des systèmes urbains, et donc sur l'apparition, la notion d'écocycle et surtout, pourquoi je leur fais lire ces publications, c'est parce qu'elles dépassent très largement le côté technique et ils montrent que techniquement ça peut se faire, mais c'est sur toutes les autres implications que ça va avoir, sur les implications économiques, sur les applications de mobilisation des ressources, tout ça. Donc je suis un fervent défenseur de cette approche décentralisée, enfin de réfléchir à cette approche décentralisée, parce que on a pour l'instant des réseaux structurants extrêmement forts, mais le jour où on est soumis à une catastrophe, il faut surtout avoir anticipé une reconstruction qui est plus liée à notre époque, et donc qui peut mettre en place ça. Donc, ça veut dire quand même renforcer très fortement les échelles locales, que j'appelle quartier, les échelles locales. Ouais, je crois que dans la simulation numérique, cette question des échelles elle est primordiale parce que nous, elle nous impacte très pratiquement au moment même où on vient faire de la simulation. C'est-à-dire qu'on se donne une échelle spatiale et forcément une échelle temporelle. Et comme elle a été soulignée, cette échelle elle dépend fortement du problème. Et évidemment, on a cette question aussi d'imbrication des échelles parce que, par exemple, sur la météo, on prend généralement de la donnée qui est plus grande échelle pour la ramener à une échelle locale. Et donc cette question surtout finalement du découpage des échelles qui retransparaît dans pas mal des discours qu'on a eu un moment au cours des présentations. Je trouve ça important parce qu'on était par exemple au port autonome de Marseille là, il y a quelques temps et j'ai essayé de reprendre au travers d'un exemple ce plongement du local vers le global. C'est-à-dire qu'on aime bien découpler, mais à des moments malheureusement tout ça c'est systémique et tout finalement s'interconnecte et le découpage est au final intellectuel, quoi. Donc c'est les bateaux aux navettes qui viennent à quai. Vous savez, il y a pas mal de problématiques autour de la pollution des bateaux parce que les ports sont plongés dans le centre urbain et puis là sont des grosses chaudières qui finalement émettent des panaches de polluants. Donc se posent des questions et le bateau utilise au final sa chaudière pour fournir l'énergie à bord. Donc quand le bateau arrive à quai, on pourrait dire qu'il vient se brancher sur le réseau électrique et tout va bien, quoi. Et là, finalement, cette question qui est hyper locale repose instantanément la question de la planification globale, parce que là, on se retrouve à un endroit où on n'a ni l'infrastructure qui permet de transmettre l'énergie avec cette densité qui est celle d'une ville de je sais plus, de quelques milliers d'habitants qui arrive à quai, et ni la production qui va au final en face, et qui rend cette pratique de branchement à quai impossible, quoi. Donc c'est vraiment un exemple où le local et le global viennent s'interconnecter, si j'ose dire. Voilà. Oui, vous qu'on arrête là. Je vous laisse. Non, si vous avez encore des échanges, moi je. Ah, pardon, j'ai une question, excusez-moi. Moi, je pense qu'on peut agir sur toutes les échelles. Enfin, l'échelle du bâtiment, l'échelle de la commune, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises, l'échelle du problème, mais qu'il y a une grosse question d'appropriation de tous les acteurs sur ces sujets. Et comment on fait pour accompagner le même habitant, au niveau de la gestion de sa maison et de son bâtiment? Comment on fait pour accompagner chacun sur ces sujets, en sachant que souvent c'est un sujet d'expert? C'est ça, moi je pensais au décloisonnement, en fait, décloisonner un peu déjà à l'échelle de la ville, les quartiers, parce que c'est vrai que ce qui se passe, parce qu'on va faire des aménagements dans un quartier, et puis il y a après c'est des questions de communication aussi, mais peut-être effectivement de rendre chacun acteur en fait à sa propre échelle des choses, et globaliser des concepts qui aussi peuvent être, encore une fois, des concepts d'experts. Et je pensais, moi, j'ai travaillé avec Paris il y a quelques années, on avait pas mal communiqué sur des mesures qui avaient été prises à Paris, et ce que vous faites là avec les bus, voilà, faire peut-être une campagne aussi pour essayer d'informer
la légende de cette volonté d'articuler travail sur l'ancien et innovation dans les nouvelles constructions. Il y avait une conférence hier qui était assez intéressante sur, déjà avant de reconstruire, enfin de construire vraiment des espaces à partir de toutes les innovations qu'on cherche à mettre en place, c'est travailler sur l'existant, travailler sur l'ancien. Et en fait, il y a toute une articulation à faire qui est extrêmement complexe, mais qui n'est pas impensable, je pense. Et la preuve, c'est qu'on en discute et que les gens se rencontrent aussi pour parler de ces sujets-là. Donc, à mon avis, une pédagogie de l'habité à mettre en place, mais les acteurs des années 70 qui étaient complètement dans cette philosophie-là et étaient pour enseigner la pédagogie du vivre ensemble et du cadre de vie à l'école primaire. Parce qu'en fait, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, poser uniquement la question de la performance de la paroi extérieure est un non-sens. Parce qu'il faut poser la question du renouvellement de l'air, il faut poser la question du positionnement des radiateurs, des systèmes de chauffage, de l'occupation des pièces et des modes de vie des habitants. Donc en fait, de juste venir faire un audit sur l'étanchéité de la façade est un non-sens, vraiment un non-sens. Et par contre, il y a toute une mécanique d'entreprises derrière qui sont bien partants pour venir réisoler les façades. Donc, en fait, ce n'est qu'avec une pédagogie globale qu'on arrive à dire finalement, c'est pas très grave si on perd un peu d'air le long de la fenêtre. Ce qui est plus grave, c'est la norme qui oblige d'avoir une grille de ventilation constamment ouverte dans la façade, ce qui est un non-sens. Parce qu'on va mettre des fenêtres thermos avec une étanchéité incroyable, et par ailleurs, EDF veut une grille énorme de renouvellement automatique de l'air parce qu'il y a du gaz. Donc c'est cet empilement de normes qu'à un moment donné, il faut faire vraiment une mise en commun de la réflexion, une pédagogie en général du vivre ensemble à n'importe quelle échelle. Après moi, si je reprends un peu ce qu'on fait nous, il faut se donner un angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est la question qu'on pose et puis le territoire qui va avec et les contraintes qui s'y appliquent. Et puis après, à l'intérieur de ça, on va décliner effectivement et on va identifier les acteurs impliqués. Ce qui est intéressant souvent, c'est qu'on s'aperçoit que quand on a des approches systémiques, on s'aperçoit que des fois, on trouve des leviers d'action et on s'aperçoit qu'il n'y a aucun acteur qui l'a en main parce qu'il est ailleurs. Ou alors il est déconnecté de la problématique. On s'aperçoit aussi que parfois des acteurs pensent avoir des leviers et en fait ils sont contradictoires entre eux sur un aspect cycle de vie. Une entreprise va dire moi j'ai optimisé au niveau énergétique ma production, c'est bon pour l'environnement, puis on s'aperçoit que ça a des conséquences sur l'usage et que finalement le bilan est mauvais. Et donc c'est intéressant d'avoir ces approches-là pour identifier là où il y a des points de non-décision possibles, et peut-être d'aller amener d'informations en disant là, on pourrait faire quelque chose, mais personne n'a le levier pour le faire. Donc c'est ce type d'analyse qu'on peut aussi produire, mais avec cet angle qui est, dans le mien en tout cas, qui est assez technologique au départ. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on est dans les temps, je crois. Je vous remercie. Je m'excuse de